Bonsoir, citoyens du monde. Nous sommes Anonymous. Depuis quelque temps, le gouvernement d'Emmanuel Macron, la tête pensante de la gouvernance Illuminati, mène une guerre ouverte contre le bonheur de ses concitoyens. En effet, ce dernier a... Oh mais bordel, mais qui c'est qui a fait rentrer le chat là? Je disais donc, en mesure de vous dire que... Allô? Bordel, mais je l'avais commandé sans champignons votre pizza 4 saisons, là. Vous déconnez. Bon, on va pouvoir continuer, alors je disais... Oh non, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que c'est? Bonjour, jeune homme. Connaissez-vous Jéhovah? Êtes-vous au courant de l'apocalypse qui... Bon, on va enfin être tranquille. Alors, le gouvernement d'Emmanuel Macron a décidé de s'en prendre à l'émancipation de ses concitoyens et à son bonheur. En effet, rien n'est plus dangereux qu'un homme heureux, libéré de ses carcans imposés par les Illuminati et qui finit par penser par lui-même. Le gouvernement a donc décidé de faire taire la principale cause de ce bonheur. En effet, cela fait maintenant plusieurs années que nous sommes sans nouvelles des musclés. Ce groupe de troubadours champêtres permettait l'émancipation de l'homme avec des chansons aussi profondes que la musclada, allez hop, crac crac, gousi gouza ou encore la merguez party. C'est un complot Illuminati et nous menaçons désormais le gouvernement que si un CD 2 titres ne sort pas immédiatement dans la semaine, nous agirons de manière impitoyable. Nous ciblons entre autres le réseau informatique des supermarchés Mammouth, géants de la malbouffe. Nous avertissons également que toute personne possédant un Nokia 3310 verront le jeu Snake disparaître de leur mémoire. Et... Bordel, Nestor, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, mais faut vraiment que tu viennes toujours gâcher la fête. Non, mais depuis tout à l'heure, je t'entends depuis le salon, mais mec, les années 90, c'est terminé. Je sais que t'es nostalgique, mais quand même, t'en fais un peu trop, là. Allez, viens à la télé, il y a un épisode des Entrechats qui est en train de passer. Ah ouais, j'arrive. Et n'oubliez pas, les fans du Club Dorothée d'hier seront les Anonymous de demain. Fin de transmission. Salut à toutes et à tous, c'est Flo dans le podcast, toujours accompagné de mon fidèle Nestor. Bonsoir à toutes et à tous, citoyens du monde. À l'ère du tout numérique, on ne pouvait pas s'empêcher de consacrer un épisode à ceux qui ont contribué à faire connaître une face plus obscure du web, le hacking. On va bien évidemment parler d'Anonymous. Et comme d'habitude, je laisse mon petit Nestor faire une petite introduction sur cette communauté. Nestor, un petit mot? Mot. Bon, bah dans ce cas, en 2 mots. Momo. Ah, mais c'est bête, il y avait justement une brocante demain. C'est peut-être le moment de se débarrasser de toutes tes vieilles cassettes de Dragon Ball. Le mouvement Anonymous est une bannière sous laquelle se regroupent plusieurs communautés de hackers, d'internautes, d'activistes œuvrant principalement pour la liberté d'expression. On compte environ une quarantaine d'actions coup de poing. Parmi les plus célèbres, on peut citer le rôle qu'ils ont joué pendant la révolte du printemps arabe en 2011, où ils ont permis à plusieurs blogueurs, alors persécutés par les autorités, de pouvoir poster des témoignages en ligne sans se faire censurer. En 2012, ils protestent contre la fermeture du site Mega Upload en s'attaquant au serveur du FBI, rien que ça. Donc en gros des mecs qui posent les bollocks sur la table, hein. Enfin, nous nous rappelons également de leur rôle lors des tragiques événements de Charlie Hebdo ou du Bataclan, où ils ont attaqué des sites et des tweets de propagande djihadiste. Ce mouvement a cependant provoqué la controverse et a peu à peu perdu de son influence. Néanmoins, les activistes se sont surtout fait reconnaître grâce au masque iconique qu'ils portent, et ce dernier est vite devenu un véritable symbole de rébellion et de dissidence. Il est d'ailleurs devenu commun de retrouver cette célèbre moustache un peu partout durant de nombreuses manifestations. Et justement, ce si célèbre masque a un background assez particulier car il est rattaché à un événement de grande ampleur ayant marqué l'histoire de l'Angleterre. Alors oui, j'entends déjà les « Oh gna gna gna, de toute façon on connaît, c'est Guy Fawkes, c'est dit dans V pour Vendetta ». Alors à toutes ces charmantes personnes, nous avons un petit message à vous faire passer. Tout ce que vous pouvez nous dire, eh bien... On s'en bat les couilles, 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 on s'en bat les couilles.
Waouh, la vache, la violence du truc. Un vrai dissident qui n'hésite pas à aller à l'encontre de son public. Oh le bonhomme, hein, attention, hein. Eh, tu te sens plus pissé depuis que t'as du duvet sous le pif ou bien? Ah bah tiens, je crois qu'il y a les éboueurs qui sont en bas là. Un vrai Anonymous, voilà ce que tu es. Que dis-je? Un véritable dieu. Oh, je t'admire, oh grand gourou. Je t'en supplie, pitié, fais pas ça. Pour comprendre l'histoire de ce masque, il faut reprendre l'histoire depuis le début et se plonger dans l'Angleterre du XVIIe siècle. Il faut savoir qu'à cette époque, l'Angleterre est à grande majorité protestante depuis la réforme anglicane en 1534 sous le règne du fameux Henri VIII. Réforme anglicane tellement drôle qu'on pourrait en faire un sketch. Alors, les enfants, c'est l'histoire d'un monsieur qui s'appelait Henri VIII. Alors, Henri VIII, c'est un roi qui était anglais. Vous savez, anglais, c'est des gens tout bizarres dans un pays où il pleut tout le temps, il roule à gauche, et puis en plus, il mange de la marmelade. Et ce roi était un roi catholique. Mais c'est un roi qui avait un petit peu le feu aux zizi. Ça veut dire qu'il voulait souvent aller ken ailleurs. Et puis, il veut divorcer de sa femme. Puis il va voir le pape, et puis il demande s'il peut divorcer. Et le pape, il fait mais ça se passe pas comme ça, c'est interdit, c'est moi qui décide. Et puis alors le roi, il fait ah bah si c'est comme ça, espèce de bolos, bah je vais faire rédiger un acte de suprématie, et puis du coup comme ça, toi, t'existes plus, et puis c'est moi qui deviens le chef de l'église anglicane, hein? T'avais pas qu'à m'emmerder du con, hein les enfants? Ça vous a plu cette histoire? Après cette belle explication bien malaisante, on revient un peu à nos moutons. Donc l'Angleterre est à majorité protestante. Il y a de violentes répercussions menées contre les catholiques du royaume, notamment sous le règne d'Élisabeth Ier du nom. En 1603, le roi Jacques Ier Stuart va lui succéder et les catholiques y voient un espoir d'arrêt des persécutions. En effet, bien qu'anglican, sa mère Marie Stuart, qui fut reine d'Écosse et de France, était une catholique. Mais on va dire grosso modo que le nouveau roi n'a que faire des revendications, il aurait même pu leur dire que ça aurait été encore plus parlant. Du coup, les catholiques sont un poil vénères, on les comprend, ce qui va entraîner cette fameuse nuit du 5 novembre 1605 et cette conspiration des poudres que va nous évoquer dans mon bon Nestor. C'est à toi. Comme l'a dit Flo, il est vrai que les cathos ont un peu les glandes de se faire persécuter par les anglicans. C'est pour ça que sous l'égide d'un certain Sir Robert Catesby, un groupe d'anciens officiers catholiques vont prévoir de faire sauter le Parlement de Westminster pendant la séance inaugurale en présence du roi. Le but était tout simplement de tuer ce dernier afin de remettre en place une monarchie catholique. Cependant, le petit groupe de joyeuderie était malheureusement un peu teubé et envoyèrent des lettres manuscrites à tous les catholiques qui seraient présents à la séance en leur précisant qu'un grand malheur allait arriver. Pas fou, l'un d'eux alla avertir la garde royale et tôt le matin, on retrouva une certaine personne prête à mettre le feu à 36 tonneaux de poudre. Ce personnage, on vous laisse évidemment deviner qui c'est. Effectivement, le fameux poudrier n'était autre qu'un certain Guy Fawkes, un grand gaillard de 35 ans exilé en Espagne des suites des persécutions. Il aurait alors servi dans l'armée catholique espagnole et était spécialisé dans la poudre à canon. Ceci explique cela. Il rejoint très tôt la conspiration et va se faire, comme expliqué, pincer par la garde royale. Ce dernier va alors être torturé pendant 2 jours dans la fameuse tour de Londres et va craquer en donnant le nom de ses complices qui ont déjà depuis très longtemps pris la poudre d'escampette. Il est alors condamné pour haute trahison, c'est-à-dire condamné à être pendu, éviscéré et écartelé pour être sûr que tu souffres bien. L'anecdote entre guillemets amusante est qu'il n'a même pas eu à subir la pendaison car il se brisa la nuque en tombant de l'échafaud juste avant. Mais il faut savoir que cet événement marque encore actuellement la culture populaire, Nestor. Et oui, effectivement, tous les 5 novembre de chaque année, une inspection est faite sous le Parlement pour voir si un Fawkes en herbe aurait pas voulu remettre ça. Mais le personnage a notamment marqué l'histoire anglaise à cause d'une fête lui étant dédiée. En effet, après la mort de Fawkes, le roi décréta une fête d'action de grâce, une sorte de Thanksgiving, pour avoir maintenu un roi anglican en vie. Et depuis, encore actuellement, chaque 5 novembre, dans ce que l'on appelle la Bonfire Night, des effigies de Guy Fawkes sont brûlées. On tire des feux d'artifice et de nombreuses personnes défilent avec des masques en papier mâché assez mystérieux. Et justement, comme quoi, même si on est un tout petit peu teubé, on a quand même une certaine logique. Dans les années 80, le scénariste Alan Moore travaille avec le dessinateur David Lloyd sur un roman graphique où, dans une société londonienne post-apo, un vengeur du nom de V décide de mener une véritable vendetta personnelle afin d'abattre le pouvoir en place et de libérer le peuple.
Lassé des gros clichés de héros, David Lloyd décide de faire revivre le Guy Fawkes du 5 novembre avec son masque de papier mâché tout en l'agrémentant d'une belle cape noire et d'un chapeau. V était désormais né et le succès du film en 2005 va faire rentrer le personnage dans la culture populaire. L'auteur a d'ailleurs trouvé le film vraiment naze et son nom n'apparaît même pas dans le générique de fin. Pour toutes ces raisons, on comprend mieux pourquoi ce personnage, véritable justicier de la liberté populaire, est très vite devenu une icône pour les Anonymous et de nombreuses personnes lors de manifestations anticapitalistes ou encore anarchistes. Oui, enfin bon, tu m'excuses, c'est quand même le serpent qui se mord la queue. Faut savoir que le masque de Guy Fawkes fait en fait partie d'une très grande opération commerciale de la Warner qui distribua le film. Donc le symbole du masque, je veux bien, mais en voulant lutter contre les grosses multinationales et autres, ils ont fait qu'y contribuer en achetant un masque symbole du système de distribution capitaliste. Et puis franchement, des mecs qui se réclament anticapitalistes, libertaires contre les élites étatistes qui prennent comme symbole le masque d'un extrémiste religieux, l'histoire a vraiment un gros sens de l'humour. Mais enfin Nestor, t'es pas un peu malade toi? Tu veux vraiment que l'émission soit hackée ou quoi? Oh, tu sais, je m'en fais pas, hein. On a que 172 abonnés. Et voilà les amis, encore une fois on a été très heureux de partager avec vous nos recherches sur le sujet, en espérant que tout ça vous ait plu. On vous dit à très vite pour un Faisons un point qui va être vraiment essentiel sur la chaîne. On va parler un petit peu des projets qu'on a également pour le podcast et autres, et puis également parler un peu du silence qu'il y a eu pendant 1 mois et demi sur la chaîne, encore vraiment désolé. Je vous fais une grosse bise, ciao tout le monde. Et surtout n'oubliez pas, Big Brother is watching you.